Bienvenue dans l'épisode du mois de juin 2026 de La Revue des Chefs. C'est l'émission, c'est le podcast, vous l'appelez comme vous voulez, où tous les mois on vous partage notre veille et on la décrypte comme ça, vous n'avez pas à le faire. Et en une seule émission, vous rattrapez les actus importantes ou les tendances aussi du mois précédent. Alors bien évidemment, on fait notre sélection, on n'a pas vocation à tout vous citer, on garde le plus important, ce qui va vous impacter en tant que freelance ou en tant qu'agence, pour mieux travailler demain et anticiper le futur. Moi, c'est Nicolas, je suis fondateur de WP Chef et notre métier, c'est de former les webmasters freelance à vivre confortablement de leur activité avec du no-code, du web design, du référencement naturel, mais aussi petit à petit, de plus en plus, avec de l'IA un petit peu partout, le tout avec une posture de consultant pour devenir un partenaire stratégique, pas juste un exécutant technique. Du coup, je suis aussi accompagné de Nicolas, oui, Nicolas lui aussi, qui est responsable de la veille à mes côtés. Salut. Salut Nicolas, salut à tous. Alors moi je suis consultant indépendant depuis 2011 et depuis le début j'ai un seul cap. C'est développer l'activité de mes clients avec le plus d'efficacité possible. Et c'est comme ça que je suis arrivé naturellement à faire des sites WordPress no code. Et aujourd'hui je suis également mentor chez WChef pour transmettre ma passion. Super. On va commencer cette revue des chefs avec un petit sujet. C'est autour de WordPress parce qu'en fait, on a plein de gros sujets qui des fois sont plus temps autour de WordPress. Donc, vas-y, présente-nous cette petite brève. Oui, on parle de WordPress pour commencer parce que tout le monde a les yeux rivés sur les outils IA, c'est ce qu'on va voir dans, dans cet épisode, mais le cœur de WordPress continue d'avancer rapidement sous la direction appuyée de Matt Mullenweg, et donc WordPress 7.0 est sorti, ça y est, et l'équipe Core prépare activement la version 7.1 qui est attendue pour le 19 août. Et le morceau qu'on surveille dans cette version 7.1, c'est la collaboration en temps réel, qui était, on vous le disait dans l'épisode précédent, on vous disait, elle a été retirée de la 7.0 et elle a été reportée sans date. Donc aujourd'hui, elle a un objectif, cette collaboration en temps réel, c'est la version 7.1, mais j'insiste sur le mot objectif parce que c'est souhaité par les équipes, c'est pas encore confirmé, ils sont un petit peu plus prudents, et la roadmap officielle parle encore de questions stratégiques ouvertes, quoi livrer exactement, sur quel mécanisme de stockage, etc. Et donc on saura seulement le 19 août si elle est dedans ou pas finalement. Voilà. Sinon, pour les autres fonctionnalités, donc il y a les guidelines, donc ligne de conduite, on va dire, c'est des règles éditoriales et une voie de marque qui est appliquée automatiquement à tout ce que l'IA rédige sur le site. Donc ça permet d'éviter les sorties de route, on va dire. Et donc ça va être des guidelines importables et exportables entre les sites, donc portables, on va dire. Et il y a les abilities, donc les API abilities, qui, euh, qui vont s'élargir, on va dire. C'est-à-dire qu'avant, c'était très restreint, c'était juste une première version, et maintenant, la couche qui va s'introduire dans la version 7.1 va s'ouvrir aux capacités de lecture. Donc, on va avoir accès aux réglages, au contenu, à la liste des utilisateurs. Avant, on n'avait que l'utilisateur courant, maintenant on va la liste des utilisateurs, voilà. Donc ça c'est interrogeable par un agent sous le contrôle de l'admin. Donc ça c'est une première itération, et la deuxième itération en 7.2 ce sera l'écriture de ces mêmes réglages. Voilà. Ça m'a l'air un peu timide, hein. Sur une version majeure de WordPress, on met trois capacités de lecture. On attend la suivante pour faire trois écritures. Bon, Je pense qu'ils sont très prudents dans le cœur et ouais. puis ils mettent le paquet à côté hein, parce qu'ils ont quand même, on voit en interne chez Automatique, ils ont mis le paquet sur l'IA, ils ont tous été obligés de se former l'IA en catastrophe et ils ont lancé plein de projets dans tous les sens et effectivement dans le cœur ça reste limité. Je pense qu'ils ont peur du backlash en fait Ok. en cas de bug, quoi. Voilà, donc on parlait des agents, on va en reparler, retenez bien ce mot, parce que c'est les agents qui mènent l'innovation en ce moment, et donc le cœur de WordPress ne fait que se préparer à dialoguer avec eux finalement. Donc allons voir où ils en sont. Donc le mois dernier, on vous montrait des agents qui construisent des sites. Ce mois-ci, on ne vous montre plus, on installe les agents. Euh, on a vu beaucoup passer de vidéos de didacticiels sur Novamira, Engie, ZipWP, qui est maintenant branché sur Claude. Et donc, en un mois, l'IA agentique WordPress est vraiment passé des démos aux outils qu'on pose dans son environnement de développement et qu'on utilise concrètement pour produire du contenu. Et pendant ce temps-là, la couche du dessous, celle sur laquelle tout ça repose, a bougé sous nos pieds. Le 13 juin, il y a Claude Fable 5, donc le modèle le plus avancé du marché, a été coupé. Et pas par une panne, pas par une entreprise, par un décret d'urgence du gouvernement américain. Un contrôle à l'export sur signalement d'une faille par les équipes de sécurité d'Amazon apparemment, dont le patron, donc le DG d'Amazon, est allé frapper directement à la Maison Blanche. C'est pas rien. Le Ouais. 1er juillet, Washington a fait marche arrière.
le modèle est rallumé, et donc pendant 18 jours, un modèle de pointe s'est éteint, et il se rallume sur décision politique. Et donc, si on avait commencé à brancher notre flux de travail dessus, on fait quoi pendant 18 jours finalement? Bon, l'histoire ne s'arrête pas là parce que le modèle américain était éteint et pendant ce temps-là, la Chine, elle avançait. Donc il y a GLM 5.2, c'est un modèle gratuit qui a été développé, en tout cas qui est sorti en plein bannissement de Fable. Et ben, ce modèle-là, il rivalise avec ce que les États-Unis font de mieux. Et donc le timing était assez cruel. Et il y a DeepSeek, donc c'est une autre entreprise chinoise, de son côté, elle prépare ses propres puces pour ne plus dépendre des composants américains. On sait que les puces les plus puissantes de Nvidia sont sous embargo. Et donc, cette semaine, Pékin envisage la réciproque, c'est-à-dire de restreindre à son tour l'accès à ces modèles les plus avancés. Donc, les modèles chinois ne rattrapent plus, ils jouent dans la même cour, et la dépendance, bah, elle est maintenant dans les deux sens finalement. Quand tu dis attention à la dépendance, là il y aurait quand même quelque chose où Claude Fable 5, il n'y a même pas le temps de développer une dépendance en réalité. Ça sort, on veut l'essayer, puis finalement c'est coupé. Donc c'est, à moins d'être un ultra early adopter qui le jour même va essayer de passer tous ses process dessus, j'ai pas l'impression de me reconnaître là-dedans. Tu vois, Non, peut mais être. là, c'est un peu une surdénonciation, si tu veux, donc ça arrivait très très vite. Mais ce que je veux mettre en avant, c'est que ben, n'importe quel modèle peut être retiré à n'importe quel moment. Ouais. Si un jour ils décident que même Opus est plus accessible, on fait quoi? Ou alors Opus 5, le jour où Opus 5 sort, ben peut-être qu'ils vont décider que les performances sont trop proches de Mythos ou de Fable, et puis ils vont décider de couper toute la ligne Opus. Enfin, c'est trop instable. C'est pas rassurant. Voilà. Donc on a cette couche-là qui est instable. Donc les autres actualités qu'on a vu passer. Donc on a le mode visuel dans Nova Mira. Donc là, Nova Mira, c'est le MCP qui n'utilise pas du tout la couche IA de WordPress et qui va venir modifier tout ce qu'on veut. On en a déjà parlé. Et bien là, il y a un mode visuel où donc finalement, on va voir Nova Mira agir en temps réel sur le contenu, donc modifier les articles, changer les éléments de l'interface dans l'interface d'administration, etc. Donc ça fait beaucoup parler. On a NG qui est de plus en plus stable. Donc ça, c'est l'IA d'Elementor et qui maintenant permet de faire des applications en dehors de WordPress. Donc ils s'élargissent aussi. Donc peut-être un signal d'indépendance, de prise d'indépendance. On a ZipWP qui a beaucoup avancé. On a Google Stitch qui s'interface avec Claude et qui permet de créer des interfaces qu'on peut après importer dans WordPress. Et puis surtout, on a eu le WordCamp Europe où finalement, bah, quasiment la totalité, mais vraiment, hein, on a 90% des conférences qui ne parlaient que d'IA, en fait. Donc ça, c'est plus, on n'est plus du tout dans la hype. Là, même tous les gens qui n'y croient pas sont bien obligés de se ranger derrière tout le monde. C'est sur des scènes officielles. Et donc là, les agents construisent des sites. On l'a montré. Voilà, le sujet n'est plus là. Donc, mon avis, il tient en une phrase, le risque n'est plus technique, c'est un risque de dépendance. Et donc, mon conseil, c'est de ne pas verrouiller votre façon de travailler sur une seule couche modèle, parce que bah, cette couche-là, elle peut bouger, elle est géopolitique, elle peut s'effondrer du jour au lendemain. Moi, ce que je voudrais te demander, Nicolas, c'est quand dans tes formations, quand tu accompagnes des gens qui débutent, toi, tu en parles de ce risque de dépendance, alors que les gens les gens qui débutent n'ont pas encore branché leur premier outil. Donc, qu'est-ce que tu leur conseilles, toi? En fait, c'est vrai que moi je vois le problème plutôt par l'autre bout, c'est-à-dire que si quelqu'un est encore sur la touche et se pose des questions de alors est-ce que je dois plutôt utiliser ChatGPT ou Claude? Est-ce que je dois essayer Angie? Est-ce que j'utilise Elementor? Ou est-ce que je dois essayer Novamira? Est-ce que je dois me mettre avec des thèmes à base de blocs avec peut-être le MCP de Oli? En fait, le problème c'est qu'il y a trop de solutions quasi concurrentes ou interchangeables. Et pour moi, le vrai problème, ce serait de se dire, ben en fait, j'attends que quelque chose sorte du lot, qu'il y ait suffisamment de personnes qui recommandent l'un ou l'autre, mais cette attente fait qu'en fait on reste sur la touche, alors qu'il vaudrait mieux se dire, ben, je m'y mets en fait. Peu importe, je vais pas prendre la meilleure des solutions peut-être aujourd'hui, le plus important ça va être de se jeter à fond dedans, c'est ce truc-là, en se disant, ben tiens, aujourd'hui, je veux comprendre un petit peu plus comment est-ce qu'on va faire des sites avec l'IA dans WordPress. Et donc,
tout au long de la journée, regarder des tutos, utiliser un outil, en installer un autre, histoire de comprendre les mécaniques. Ce qui fait que on n'est pas dans le stade de dépendance et on est plutôt dans le stade de je comprends. Et si je comprends et que demain mon outil doit changer, j'ai suffisamment compris les mécaniques pour pouvoir m'adapter en réalité. Et c'est ça finalement, c'est pas aujourd'hui le moment de se dire je dois trouver l'outil parfait, le meilleur outil, celui que je peux utiliser tout de suite en production pour mes clients. C'est le moment de l'expérimentation. Et donc c'est pour ça que oui, ok, ça bouge. Il y a un modèle qui disparaît, il y a plein de solutions, de choses comme ça, mais commençons déjà à mettre les mains dans le cambouis, et après on verra. D'autant plus qu'il y a vraiment deux couches, hein. Il y a les agents, les LLM, hein, Claude, ChatGPT, Mistral et tout ça, et il y a les interfaces, ensuite les outils WordPress, et donc il faut bien se dire, tiens, j'ai des choix d'un côté, j'ai des choix de l'autre, je tente un combo, et c'est parti. Quand on choisit, quand on démarre comme ça, on va pas s'enfermer en fait, on va juste apprendre, et après on va pouvoir trouver des équivalences et transférer notre savoir et nos compétences d'un outil à un autre si ça doit changer. Donc pour moi c'est surtout ça, d'autant plus que si on attend que certaines personnes viennent et nous donnent la solution tout crue, en mode ah ben maintenant il faut que tout ce qu'on utilise, Claude, Fable 5 avec Nova Mira Pro et tout ça, mais en fait on attend peut-être longtemps, et les gens qui comparent le mieux c'est ceux qui eux ont tout testé. Et qu'en fait, on peut pas juste attendre indéfiniment. Il faut commencer soi-même, parce que peut-être qu'il y aura un biais dans une comparaison, il y aura peut-être des cas qu'on n'a pas anticipés quand quelqu'un va recommander un outil, et nous, on aura déjà vu certaines choses qui nous convenaient ou pas. Donc il faut vraiment avoir cette posture de se dire, oui, ça bouge, oui, ça peut même se dérober sous nos pieds dans quelques mois, dans quelques années, mais si on attend que ce soit mature pour s'y mettre, on passe à côté de quelque chose, et notamment une bien meilleure compréhension, en fait. Mmh. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Moi, parce que ce que m'inspire ce que tu dis, c'est que Matt pour la 7.0, il a vraiment appuyé sur le fait d'avoir ces connecteurs en place pour centraliser le connecteur aux IA, parce que justement, il voulait éviter qu'il y a un acteur qui monopolise le secteur et qu'on soit enfermé chez Anthropic ou chez OpenAI. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, par exemple chez Novamira, qui est donc indépendant du système intégré à WordPress, en fait, euh, eux, comme tous les autres, ils ont bien compris ce problème-là et finalement, ils sont ouverts à 100% des modèles. C'est-à-dire qu'il y a tous les plus gros et puis maintenant, on peut même, c'est prévu pour la 7.1, la possibilité de rajouter des connecteurs personnalisés. Donc, euh, je pense que cette dissociation entre les deux couches, elle est vraiment en train d'arriver partout et tout le monde l'a bien compris. Je pense que c'est plus un risque aujourd'hui. Donc voilà, je pense que il faut aussi se le mettre en tête, nous, de notre côté, quand on veut industrialiser des processus. Alors là, je parle peut-être plus pour moi que pour les gens que tu formes, mais voilà, c'est important d'avoir cette idée-là en tête. Ouais. Tout à fait. Ce qui fait que, pour moi, hein, l'été, c'est le moment de l'expérimentation. Il y a un creux dans l'activité, normalement, sauf si on a plein de choses à livrer pour la rentrée. Donc, c'est le moment d'aller bidouiller, de se mettre un petit peu à la page. Et une fois qu'on a sauté le pas, et nous, petit à petit, on s'y met aussi, on voit que ces outils vont nous faire gagner du temps, beaucoup de temps. Et justement, historiquement, les freelances facturent du temps. Alors, vous savez quoi, on va parler argent dans ce deuxième sujet. En fait, on entend certains chiffres circuler comme quoi avec l'IA, on gagne 30 à 40% de temps. Euh, Moi, je le vois encore plus gros, je vois un changement d'unité. C'est-à-dire que ce qui se comptait en semaines, ça se compte en jours. Ce qui prenait un mois prend une semaine. Ce qui fait qu'on n'a pas juste accéléré, on a changé totalement l'échelle de temps. Et au final, c'est bien, mais il y a une question que les clients vont poser qui va forcément arriver, peut-être que vous l'anticipez déjà, hein. C'est ok, mais si ce chantier, ça vous prend 5 fois moins de temps, est-ce que ça peut pas coûter 5 fois moins cher? Et franchement, c'est dans tous ceux qui travaillent, c'est les développeurs, tous ceux qui travaillent dans le numérique, hein, les développeurs, les graphistes, les monteurs vidéo, tous ceux qui ont l'IA qui arrive pour accélérer, quelque part sont touchés par ce problème. Et donc, la vraie question, c'est est-ce qu'on doit facturer moins demain parce qu'on utilise l'IA, ou en tout cas, est-ce que le marché s'attend à ça? Et pour moi, c'est un problème. C'est un problème parce qu'en réalité, ce problème-là, ce qui va émerger, c'est quelque chose qu'on a déjà vu par le passé. À une époque, on codait les sites à la main. Donc, pour avoir un certain résultat, il fallait beaucoup de temps.
Puis après, il y a eu les CMS dans WordPress. Il n'y avait plus besoin de tout coder, donc ça allait plus vite. Puis les constructeurs de pages. Il n'y avait plus besoin de coder du tout, quasiment. Et en fait, à chaque étape, le travail est devenu plus rapide. C'était plus facile, plus rapide. Est-ce que chaque fois les prix se sont effondrés? Non, pas à ce point-là. Et d'autant plus que c'est pas l'outil ou la techno qui change tout, c'est-à-dire que quelqu'un pouvait fonctionner avec l'ancienne méthode, encore coder des sites à la main, un autre utiliser WordPress, peut-être que les deux arrivaient au même résultat, peut-être pas avec les mêmes prix, il y avait un marché pour l'un et pour l'autre. Et on n'avait pas du tout le même rendu, à la fin, c'était pas le même livrable. Hein. Et donc c'était pas une histoire de prix ou de j'utilise cet outil ou pas outil, mais il n'empêche qu'il y a eu quand même ces améliorations au fur et à mesure, et dans quelques années, ce sera quand même assez banal de travailler avec l'IA. Aujourd'hui, c'est banal de faire un site WordPress, alors qu'à une époque, c'était innovant. Là, c'est pareil avec l'IA. Aujourd'hui, c'est innovant et ça sera banal dans quelques temps, dans quelques mois. Et encore une fois, deux prestataires qui utilisent des outils similaires n'auront pas le même résultat à la fin. Ce qui fait qu'au final, ne serait-ce que pour ça, il faut se dire, ben non, c'est pas le moment de baisser les prix. Et surtout, là où ça va être encore plus justifié, c'est que à chaque fois qu'il y a un outil qui arrive, qui émerge, qui nous fait gagner du temps, c'est pas pour que d'un coup on fasse faire des économies à nos clients, c'est en fait on va faire plus. Et les économistes ont un nom pour ça, c'est l'effet rebond. Ce qui fait que quand les comptables faisaient tous les calculs sur des feuilles et tout ça, ça prenait un certain temps, on leur a mis les tableurs entre les mains, bah ils ont fait plus d'analyses. Nous c'est pareil en fait. Le temps qui est gagné avec WordPress, avec les constructeurs de pages, à chaque fois a été remis dans le travail. On a fait des sites plus gros, plus beaux, plus rapides. Enfin, certains diront non, on a perdu en rapidité. Mieux référencés. Et en fait, à chaque fois, ce qui se passe, c'est que puisque ça prend moins de temps, le niveau du bon site qu'on va livrer monte d'un cran. Ce qui fait que, quelque part, ce qu'on livre aujourd'hui à un certain prix qu'on pouvait facturer il y a 15 ans, alors on retient l'inflation, hein, c'est pas du tout la même chose, parce qu'en fait, on va livrer beaucoup plus. Ce qui fait que là, en utilisant l'IA, on va pas facturer moins, on va faire plus. Le temps qui est libéré par l'IA, bah, c'est pas une remise qu'on fait au client, c'est le fait de dire, bah, ce budget-là, utilisons-le encore mieux, faisons beaucoup plus. Enfin, beaucoup, c'est peut-être un petit peu trop, mais faisons plus. Bon, après, ça c'est la théorie, c'est comme ça que je le vois, et je me dis, bah oui, c'est l'occasion quand même d'avoir des prestations plus complètes, parce que plus rapides et d'apporter encore plus de valeur. Mais c'est vrai que toi, par exemple, tu serais demain face à un client, et on est dans cette période de transition, hein, et donc il sait très bien, il se pose la question, bon, vous travaillez comment? Vous avez l'IA, vous n'avez pas l'IA, et du coup, si vous allez si vite que ça dorénavant, votre devis, il ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu lui réponds à un client comme ça, sans le braquer? Ma réponse, elle est à la fois simple et complexe, c'est-à-dire que depuis toujours, les personnes que j'accompagne en mentorat, je leur dis on ne facture pas du temps, on facture un résultat et surtout une responsabilité. Donc, si demain je livre le même site en une semaine au lieu d'un mois, bah, ce site il vaut pas 4 fois moins pour le client parce que c'est le même résultat. Il vaut pareil, il est en ligne, il est solide, il y a quelqu'un qui en répond, le prestataire. Donc, celui qui baisse ses prix parce qu'il va plus vite, bah, il se punit lui-même d'avoir progressé finalement. Donc, pour moi, c'était pas quelque chose qui était exposé au client et il faut pas que ça change finalement. Et voilà, donc c'est ça la réponse qu'on peut donner à la personne qui nous fait cette remarque. Ce qui fait qu'il y a un enjeu de transparence. C'est en gros, est-ce qu'on dit de façon proactive qu'on utilise l'IA? Est-ce qu'on laisse planer le doute? Et si on nous pose la question, comment est-ce qu'on réagit? Pour moi, l'enjeu, c'est peut-être de détourner la conversation. Ou en fait, et moi j'ai tout le temps cette image-là, hein, quand on va au restaurant, on est là pour les plats, on n'est pas là pour comment ils ont été préparés en cuisine. Et donc, le client qui vient et qui se met à table, qui commande au menu, mais qui en plus vient faire un tour en cuisine, il faut réussir à mettre suffisamment de distance. C'est quand même important de pouvoir rester souverain de comment on travaille, pas de barricader, pas d'interdire l'accès, mais de quand même dire, bah, chacun sa méthode de travail, chacun ses responsabilités. Moi, je vais faire pour arriver à ce résultat. Et c'est pour ça que plus on se tourne vers le livrable, le résultat final et ce qu'il doit apporter, et moins il y a la place aussi de discuter sur comment on va réellement le faire. Ce qui est pas plus mal. Euh, Ce qui veut dire aussi que le TJM, le taux journalier, il est en train de mourir, ou en tout cas les unités sont plus bonnes, parce que taux journalier moyen c'est journalier, si ce qu'on fait en un jour, on le faisait avant en une semaine, est-ce que le TJM a encore
de la place et un rôle dans le monde de demain. C'est là où, quelque part, facturer au forfait, c'est quand même plus intéressant. Et donc, c'est le livrable, c'est le résultat. Mais je sais, moi j'aime bien le TJM, je trouve qu'il est bien pour démarrer au début, pour un freelance, parce Ouais. qu'il faut quand même calculer combien de temps on met. Le freelance débutant qui commence au forfait, souvent, il va arriver, il attaque trop bas. Le TJM l'oblige à regarder un petit peu plus et à aller un petit peu plus haut. Mais là, bah, le forfait, donc le fait de regarder quels sont les tarifs pratiqués sur le marché, va devenir quand même plus, plus important encore demain. Oui, tu parlais de transparence. Ça dépend de quoi on parle, parce que si on parle de générer des contenus, Oui. même de maintenance, à la limite, pourquoi pas, mais là, tout ce qui est développement, ça regarde pas le client. On peut lui dire, de toute façon, on a aussi la notion de sous-traitant RGPD, donc on va bien être obligé de l'écrire noir sur blanc quelque part, qu'on envoie certaines données dans les data centers américains ou ailleurs, mais en tout cas, de toute façon, c'est souvent OpenAI ou Anthropic pour l'instant. Donc, mais voilà, il faut le dire, mais c'est pas un sujet. C'est pas un sujet de discussion en fait. Mm. On va pas. Euh, d- Quand on a tout notre workflow basé sur l'IA, on va pas faire une exception pour un client qui le refuse. Ou alors, il faut le dire dès le départ. Je sais pas. C'est vraiment une discussion à avoir. J'ai pas de position tranchée aujourd'hui, quoi. Ouais, mais c'est quelque chose qu'on va découvrir de toute façon au contact des clients, hein. Certains pourraient aussi nous dire qu'en gros, les prix ont quand même baissé. C'est-à-dire que quand on est passé du code au CMS, au constructeur de page, les prix moyens des sites internet ont baissé. Alors oui, sur le bas de gamme, carrément, d'autant plus qu'à chaque fois, à chaque moment où il y a une innovation, un petit peu de rupture, on a aussi des outils qui laissent plus de place au do-it-yourself. Il y a des clients qui, là, essaient de faire leur site tout seul avec de l'IA. Et donc, il y a quand même une partie du marché, celui du bas, qui se fait probablement remplacer ou supprimer. Par contre, le site qui est bien travaillé, lui, il prend de la valeur. Il y a presque une prime à être l'artisan, l'expert, parce que il y a un fossé qui se crée entre le client qui se débrouille tout seul et qui est un site qui apporte pas forcément de résultats, et ce qui est fait quelque part derrière dans d'un tout autre niveau, avec plein d'autres disciplines qui sont rassemblées et qui permettent d'avoir une prestation livrable beaucoup plus conséquent. Ce qui fait Ouais. que au final, c'est pas tant l'outil. Le sujet, c'est pas l'outil qui doit définir le prix, c'est plutôt le livrable et qui endosse la responsabilité, qui endosse la direction aussi technique, artistique. Donc c'est pour ça qu'on y retourne, hein, c'est quelque part la responsabilité. Et ce qui fait aussi que cette responsabilité de l'humain, du freelance, de l'agence, elle a dès le début. Et puis il faut qu'elle suive tout au long de la vie, avec le fait que bah, quand le site tombe, et on a livré quelque chose avec IA ou sans IA, c'est nous qui y répondons. Et donc en fait, voilà, pour moi c'est, on reste quand même dans une logique, dans un changement, avec une secousse, un tremblement de terre, mais faut tenir bon, faut tenir bon, ça devrait quand même bien fonctionner. Oui, pas de problème. Je m'inquiète pas. Bon, du coup, avant de passer au dernier sujet, j'interromps un tout petit peu l'émission pour vous demander une faveur. Donc, c'est encore un sujet intéressant, mais pas sur l'IA, vous allez voir. Même si ça peut, allez, un petit peu d'IA quand même, mais gros quand même aussi, vous allez voir. Bref, si vous êtes encore là, si vous appréciez le format, mettez-nous un pouce, abonnez-vous, laissez-nous 5 étoiles selon où vous nous regardez, hein. Ça soutient notre travail et puis surtout, ça nous incite à faire perdurer le format. Alors, quand c'est fait, vous savez quoi? On continue. Là, on parlait du prix du travail, on parlait avant de l'IA qui est quasi obligatoire. Pour autant, il reste une dernière question, c'est pas la plus petite, vous allez voir, hein. C'est les briques sur lesquelles ce travail repose, et surtout à qui elles appartiennent, ces briques. Et ce qui se passe le jour où on nous les retire. Il y avait déjà un petit peu ce sujet-là, hein, sur Claude Fable 5 qui d'un coup nous est proposé puis retiré. Ben là, ça peut être encore un petit peu plus gros, parce qu'en fait, il y a la Cour suprême américaine qui commence à faire vaciller l'accord d'adéquation dans les échanges de données entre les États-Unis et l'Europe. En fait, c'est assez simple, c'était prévisible depuis le début. Dans l'accord d'adéquation, il était question qu'une autorité de contrôle américaine indépendante puisse vérifier les choses. Et donc c'est la FTC, chez eux, qui est censée surveiller ce qui est fait des données. Instance qui normalement est à l'abri du pouvoir politique. Or, fin juin, la Cour suprême a jugé que finalement,
cette indépendance était inconstitutionnelle. Parce que, en gros, à tout moment, le président peut reprendre la main sur l'autorité et virer des personnes, en mettre d'autres à la place qui seraient un petit peu plus proches de ses idées. Donc en fait, le contre-pouvoir indépendant, cette base sur laquelle l'Europe disait oui, ok, vos données restent quand même protégées aux États-Unis, finalement vient de sauter. Et du coup, NOIB, qui est une association de défense des droits, notamment dans ces sujets-là, s'est déjà positionné, et on dit, allez, c'est parti, on ouvre le feuilleton juridique, et vous allez voir, on risque d'avoir dans quelques années un arrêt Schrems 3, parce qu'on a déjà eu le 1 et 2, qui pourrait faire tomber cet accord de libre-échange, si vous voulez, dans les données. Euh, Sauf que ça, on l'a déjà vécu, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en 2020, il y a eu l'arrêt Schrems 2 qui a fait sauter l'accord précédent, le Privacy Shield, ce qui fait que pendant 3 ans, les échanges de données avec les États-Unis étaient illégaux. En 2023, hop, c'était de nouveau bon. Et en fait, là, on peut se dire, ben, ok, donc 2023, ça tient, puis là, c'est encore en train de vaciller. En fait, pour moi, c'est cyclique. C'est cyclique et il faut pas flipper, c'est pas forcément la peine, parce que si on regarde ce qui s'est vraiment passé en 2020, on a pu voir que c'était pas la mort, en réalité. C'est pas comme si, du jour au lendemain, tout le monde devait utiliser des solutions souveraines européennes, tout simplement parce que s'il n'y en avait pas, ça tenait pas la route face aux solutions américaines. Mais surtout, ce qu'on a pu voir, c'est que 73% des PME françaises, après la chute de l'accord, hébergeaient encore leurs outils de relations clients, notamment aux États-Unis. Et oui, il y a Google, il y a Microsoft, il y a tout ça. En fait, la dépendance est ultra forte et il n'y a pas eu de sanctions massives non plus, euh, parce qu'en réalité, ben, on serait en train de flinguer l'économie. Si demain on n'a plus le droit d'utiliser la suite Google ou Microsoft, pour les grands groupes qui ont Microsoft Teams et toute la suite Outlook et tout ça, là, c'est costaud. Et ce qui fait que là, on a une fenêtre de tir assez intéressante, on se dit, ok, l'accord il n'est pas tombé, hein. On est au stade de rumeur, on peut toujours avoir des données qui transitent par les États-Unis, sociétés américaines, même s'ils ont des serveurs en Europe et tout ça. Donc pas de panique, il n'y a pas de migration, il n'y a pas de choses comme ça. Mais quand bien même, ça veut dire qu'on a 2-3 ans avant de voir venir arriver la chose, et quand bien même après coup, le monde ne va pas s'arrêter non plus. Ce qui fait que quand même, il y a quand même une question. C'est ok, c'est cyclique, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on est à l'abri? Et donc c'est vrai qu'il y a deux pistes de réponse. Hein. La première, c'est de miser le plus tôt possible sur de la souveraineté ou de faire quelque part des changements, quitte à s'équiper un peu moins bien. Par exemple, le Parlement européen a remplacé tout Google par Quant. Voilà, comme ça, c'est un moteur européen. Oui, il est moins puissant, mais il est chez nous. Ok. Il y a l'autre façon de voir les choses, et on l'a vu se manifester il n'y a pas si longtemps que ça, c'est de se dire, ben en fait, les Américains ont quand même fait des outils plutôt bons. Est-ce qu'on pourrait pas les faire venir, les draguer un petit peu? Il y a l'Autriche qui a écrit à Bruxelles pour demander de faire en sorte que Anthropic, la maison derrière Claude, puisse venir s'implanter en Europe avec des serveurs européens. Ce qui fait que bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on jette le côté américain pour avoir du moins bon et européen? Parce que des fois, on n'a pas l'équivalence. Hein. Ou est-ce qu'on essaie de rapatrier l'américain sur le sol européen? Mais il faut quand même un petit peu de cloisonnement, parce qu'une société américaine qui a des données en Europe, bah, c'est pas pour autant que c'est protégé. Ça reste sous le joug de la juridiction américaine. Et bah, du coup, nous, il faut qu'on se positionne aussi, en tant que freelance, en tant qu'agence. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on le fait sans tomber pour autant dans juste une forme de greenwashing, mais de données washing cette fois-ci? C'est surtout, ouais, comment est-ce qu'on le prend? Est-ce qu'on part à fond sur du militantisme? Est-ce qu'au contraire on reste assez passif, voire je m'en foutiste? Euh, Il y a ce truc, mais après on est sur de la gestion de risque, hein, parce que concrètement, toi t'en penses quoi? Quelqu'un qui nous écoute, il fait quoi de cette information? Est-ce qu'il commence à migrer, à se poser des questions? Comment tu le vois? Bah, la réponse, elle est entre les deux pour moi. C'est-à-dire que, bon, tu l'as dit, on l'a déjà vécu en 2020, tout le monde a annoncé qu'ils allaient fuir les services, et puis 5 ans après, on est toujours largement hébergé sur des plateformes américaines. Donc la ruée n'a pas lieu. Donc moi, je dirais pas de panique. De toute façon, ça va prendre plusieurs années si ça aboutit. Il y a pas de souci. Par contre, pour les nouveaux projets, on peut choisir autrement. Et tu as parlé de militantisme, c'est plus un geste militant aujourd'hui, j'en ai parlé tout à l'heure avec Fable, ça peut se dérober à n'importe quel moment. Et donc pour les nouveaux projets, c'est de la gestion de risque.
C'est au même titre que les sauvegardes. C'est une liste de questions qu'on doit se poser sur chaque projet, ou globalement pour les nouveaux projets. Et donc, il faut se demander où est-ce qu'on héberge. Parce que héberger en Europe, pour moi, ça suffit pas. Parce que si l'opérateur est américain, il y a une loi américaine qui s'appelle le Cloud Act, qui permet à la justice des États-Unis d'exiger d'une entreprise américaine ces données où qu'elles soient stockées. Donc, faire venir Anthropic dans l'Union, je ne sais pas vraiment ce que ça va changer. En plus, voilà, il se préoccupe pas tellement de ce qu'on pense, hein. Oui. Moi, je pense que c'est pas parce qu'on a un data center à Paris qu'on est protégé. Et d'ailleurs, Microsoft a été auditionné devant le Sénat français. Ils l'ont reconnu. Non, je ne peux pas. Ils ont dit explicitement, je ne peux pas garantir que les autorités américaines n'accéderont pas aux données hébergées sur un data center européen. Donc, quand on est à ce niveau de preuve et de publicité de ce fait-là, pour moi, c'est pas suffisant. Donc, ma Mm. recommandation, c'est un opérateur européen, euh, résidence et juridiction. Il C'est me semble avoir vu des choses émerger comme ça, j'ai plus en tête exactement. Une entreprise américaine qui crée, même pas une filiale, mais quelque part une entreprise indépendante en Europe pour pouvoir vraiment, vraiment cloisonner et qu'il n'y ait pas pour autant trop de liens capitalistiques. Enfin, je sais plus quel était le montage, mais il y a des choses qui vont en ce sens pour pouvoir se dire notre antenne européenne est suffisamment indépendante de la maison mère pour que les États-Unis ne puissent pas les attaquer en fait. Alors, j'ai pas l'exemple en tête, mais il faudrait que ce soit vraiment extrêmement solide pour que ça marche. Et puis, encore une fois, la NSA, ils en ont rien à faire de la loi, hein. Donc, s'ils se décident de mettre des pirates, d'infiltrer Oui, les équipes de l'entreprise, y compris avec des agents européens de nationalité européenne, ils le feront. Donc, je suis pas sûr que ça soit suffisant. Et on peut voilà. Après, ça me fait penser aussi à Infomaniac, qui est récemment devenu une fondation à but non lucratif, bon, c'est une entreprise qui n'a aucun rapport avec les États-Unis, mais par le jeu de rachat en rachat, c'est d'investissement, vrai. etc., on ne sait jamais ce qui peut arriver. Bon, là, ils ont verrouillé tout une fois pour toutes. Donc, bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, pour les nouveaux projets, encore une fois, je pêcherai plutôt du côté de la prudence. On a aussi la question des outils de mesure. Donc, nous on recommande Matomo depuis un moment. Face à Google Analytics, je pense qu'en termes de fonctionnalité, on est quasiment à parité. Donc, C'est une histoire encore de une fois, prix, hein. Une histoire pardon? de payer des add-ons chez Matomo pour avoir ce que fait Google Analytics. Oui, oui, et puis là, Google Analytics vient d'annoncer, bon, dans la Search Console, c'est pas la même chose, mais il y a des histoires d'outils, d'ouverture, etc. Il y a toujours quelque chose pour nous attirer là-bas, mais Oui, au bout d'un moment, il faut choisir. Et, euh, et donc, il y a la question de l'outil de mesure, il y a la question du moteur de recherche. On nous propose Quant et DuckDuckGo pour côté moteur de recherche, Mistral, le modèle français pour l'IA. Mais bon, aujourd'hui, faut être lucide, ils sont pas encore au niveau des références américaines. Et donc, pendant ce temps-là, Google accélère, puisque ils viennent d'annoncer que les AI Overviews arriveraient finalement en France, on est même à plus d'un an maintenant après le reste de nos voisins européens. Et donc, ça arrive pour l'été, donc probablement en septembre, on va dire. Donc, ça va être, voilà, c'est un arbitrage. Il va falloir décider, mais en tout cas, pour certaines briques, c'est plus facile que d'autres, on va dire. Et il y a aussi la question de la portabilité dont je parlais dans le segment 1, qui est valable. C'est est-ce que je peux repartir demain sans tout reconstruire? mm. C'est vrai qu'en fait, il faut voir ce côté où parfois on utilise des logiciels, des SaaS ou des fournisseurs, voilà. Et nous, avec WordPress, on a ce côté très open source. C'est-à-dire qu'en gros, c'est surtout, c'est pas tant le côté open source, c'est que c'est exportable, c'est auto-hébergeable. Pour Matomo, ça va être pareil. Et si demain il y a un problème, qu'on était chez un hébergeur américain, on le met sur un hébergeur européen en une journée, c'est bon, c'est fini. Cette brique-là, elle peut bouger, c'est super. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut se poser la question sur un petit peu partout dans les usages. C'est côté messagerie, c'est côté calendrier, c'est côté comme Notion aussi, documentation interne. Et donc en fait, c'est vrai que c'est une réflexion qui est ultra globale, et on se pose la question à chaque fois de, ok, là, en termes de risque, hein, on est vraiment dedans, euh, par rapport à toutes les données personnelles qui vont transiter, est-ce que je prends une solution européenne? Est-ce que je prends
de l'open source auto-hébergeable et donc je peux le déplacer quand je veux? Est-ce que tant pis, j'ai pas le choix, ce sera une solution conséquente américaine? Voilà, la question se pose et en même temps, franchement, moi je suis plutôt optimiste. C'est-à-dire que si jamais l'accord d'adéquation tombe dans 2 ou 3 ans, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui sont en train de bouger. Donc cette histoire de créer une société totalement européenne, cloisonnée, bon, NSA, pas NSA, sur le papier, ce sera OK pour héberger les données là-bas, hein, en réalité. Le risque zéro n'existe pas, notamment quand il y a question de surveillance et d'espionnage. Mais d'ici à ce que ça arrive, on a quand même des entreprises qui vont pouvoir encore plus blinder leur fonctionnement, peut-être anticiper le fait que au bout de 3 fois que l'accord est validé puis tombe, bon bah c'est peut-être trop instable et il faut que les Américains conservent leur marché européen aussi. Alors peut-être qu'ils sont déjà en train de faire ce travail-là, hein, donc ils auront tout ce qu'il faut le moment venu pour qu'on n'ait même pas besoin de changer d'outil. Et ça on le saura que dans quelques années, hein, forcément. Pour moi, il n'empêche que alors que je suis optimiste, je me dis ouais, faut quand même qu'on se pose la question. Euh, Là, si demain ça tombe, est-ce que je suis très embêté ou pas pour mon client? Qu'est-ce que je lui propose d'installer dès maintenant? En sachant aussi qu'il y a des questions parfois juste de praticité. On le voit ne serait-ce que pour les emails adossés à un site internet. Si on propose au client de juste utiliser le webmail, par exemple Dodo Switch, c'est pas génial. Si c'est synchronisé à son outil de tous les jours, c'est déjà un petit peu plus. Et parfois, bah oui, mais non, mais moi je suis habitué, j'ai déjà une adresse Gmail, ou est-ce que vous pouvez pas me faire une redirection? Non, pas vraiment, j'ai pas le droit. Tant pis, Google Workspace, enfin, il y a les habitudes hein, qui vont prendre le dessus aussi, et peut-être que des fois, il faudra aussi changer nos habitudes tout simplement. Ce qui fait que c'est une émission assez costaude, hein. On a parlé des briques sur lesquelles on bâtit, de la conséquence que ça va avoir aussi sur le prix de nos prestations. Et puis là, au-delà des briques, c'est à qui appartiennent les briques qu'on utilise. Donc franchement, grosse émission, ce qui nous amène à la fin de ce récap du mois de juin. Et très franchement, là on se dit, l'été, des choses vont arriver, c'est le moment de mettre en place des réflexions, mais pas de panique. Pas de panique, c'est ok. Nous d'ailleurs, on va faire une petite trêve estivale, on va se retrouver en septembre. Donc d'ici là, on espère que ce partage de veille vous a plu, que vous allez pouvoir profiter de l'été, que vous allez pouvoir peut-être aussi bidouiller et voir si parmi tous les conseils, toutes les recommandations qu'on donne, vous allez pouvoir en appliquer certaines. Si c'est le cas, si c'est des choses qui vous ont plu, dites-le nous en commentaire sur YouTube. Encore une fois, mettez-nous un pouce, dites-nous quel sujet vous a le plus interpellé, et peut-être que certains, vous aimeriez qu'on les développe un petit peu plus les fois suivantes. N'hésitez pas à nous le dire aussi. Du coup, rendez-vous non pas en août, mais en septembre pour faire le récap de tout ce qui se sera passé cet été, juillet et août. À bientôt! À bientôt.